Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous supportez le confinement, que vous travaillez, que vous prenez du temps aussi pour vous aérer la tête et vous aérer tout court si vous le pouvez. Il s'agit aujourd'hui de travailler sur À une passante, le sonnet de Charles Baudelaire. J'espère que vous avez le texte tout sous les yeux, je ne le lis pas, histoire de ne pas surcharger euh, le fichier. Donc c'est un sonnet des tableaux parisiens, c'est la section des Fleurs du Mal qui prend Paris pour source d'inspiration. Et nous avons ici un sonnet qui illustre parfaitement la modernité baudelairienne, avec ce qu'elle est, bien sûr, mais surtout le goût de Baudelaire pour certains types de femmes. Bref, c'est un sonnet qui met en évidence l'esthétique baudelairienne. Quelles questions pouvons-nous nous poser? La première, c'est avons-nous une rencontre amoureuse? La deuxième, quels sont les sentiments exprimés dans ce poème? Et la troisième, quelles sont les marques de cette modernité? Nous commencerons par la première partie de ce texte qui est constituée par les deux quatrains qui posent le cadre de la rencontre et qui montrent l'apparition de cette femme. Le vers 1 évoque la solitude et la souffrance du poète, avec une impression d'encerclement. Le moi est ici pris en tenaille entre le sujet, la rue, assourdissante, et le verbe hurler. On a donc un travail sur la syntaxe, sur l'ordre syntaxique, qui va permettre au moi, c'est-à-dire au jeu du poète, d'être au cœur du vers, comme encerclé par le sujet et par le verbe, de la même manière que le poète lui-même pourrait être encerclé dans une rue qui l'agresse sonorement. Les vers 2 à 5 présentent l'apparition de cette femme. C'est une phrase qui se déploie sur 4 vers, on va parler d'enjambement bien sûr, mais on notera qu'il s'agit en plus d'un enjambement strophique, puisque la phrase passe du quatrain 1 au quatrain 2 pour venir se terminer au vers 5. Le jeu sur l'enjambement est d'autant plus remarquable qu'il s'agit de la marche de la femme avec la mention également de sa jambe. C'est donc les enjambements syntaxiques et poétiques qui sont chargés de montrer la beauté de cette marche féminine. Donc ici, on a un travail sur le rythme qui vient imiter ce dont il est question dans ce poème. Le rythme est ample du fait de la juxtaposition de compléments longues, minces, en grand deuil, ou de la juxtaposition de participes présents, soulevant, balançant. Nous avons les éléments d'un portrait, mais un portrait d'une femme paradoxale. Elle est à la fois agile, mais elle est en même temps liée à la statue. Donc c'est une femme qui réunit deux qualités qui sont opposées. Elle réunit aussi deux autres qualités importantes, le luxe et le malheur, avec les termes deuil et douleur. En somme, c'est bien une femme qui renvoie aux critères esthétiques de Baudelaire. Baudelaire, nous l'avons vu la dernière fois, qui ne conçoit pas de beauté où il n'y ait du malheur. La beauté est ici en plus évoquée par le terme de statue. Et la statue, chez Baudelaire comme chez Théophile Gautier, renvoie à une beauté éternelle. Des vers 6 à 8, on a la reprise du topos littéraire de la rencontre amoureuse, avec la fameuse question de l'échange des regards, qui est ici une question. Nous avons 3 vers. Moi je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Dans ces 3 vers, on a 2 métaphores qui se croisent. L'amour, qui est
comparé à un filtre au sens d'une potion magique, moi je buvais, ce qui nous ramène bien sûr dans la tradition littéraire à par exemple l'histoire de Tristan et Iseux. Et la deuxième métaphore, c'est l'œil comme paysage météorologique, avec les termes ciel et ouragan. L'amour généré par cette femme a le même aspect paradoxal que la femme elle-même. Il est à la fois douceur et plaisir, mais il est aussi fascination mortifère. Mortifère signifiant qui apporte la mort. Et on notera la proximité sonore entre le terme douceur et le terme douleur, puisqu'il n'y a qu'une consonne, qu'un seul son qui change. On parle en rhétorique de paronomase. Face à cette rencontre, le poète se qualifie d'extravagant, c'est-à-dire c'est un terme ici qui évoque la folie. Il est fou d'amour. Et il souffre, comme le montre le terme crispé. Deuxième partie. Les tercets, donc, qui constituent la deuxième partie de ce texte. On a une structure ici classique du sonnet. La charnière se situe bien entre les quatrains et les tercets. Les tercets évoquent l'illumination soudaine, mais aussi la disparition, le désespoir. Et bien entendu, on retrouve cette présence de la ville de manière plus diffuse, de manière plus floue, mais elle est tout de même là, nous allons le voir. Les vers 9 à 10, on a un rythme heurté de l'alexandrin, qu'on retrouvera au vers 12. C'est une phrase nominale, avec une ponctuation forte, avec une antithèse, éclair, nuit. Le terme éclair, bien sûr, connote directement le coup de foudre. Mais est-ce qu'on peut réellement parler de coup de foudre? Ici, il s'agirait plutôt de l'échec d'une rencontre amoureuse. La femme passe, mais mieux, elle fait mieux que passer, elle fuit. D'accord? On a bien l'adjectif fugitive. En même temps, Baudelaire souligne la puissance d'un regard qui fait renaître, c'est-à-dire qui redonne vie au poète. Alors, est-ce que l'on pourrait penser que cette illumination le tire temporairement de la mélancolie? Peut-être, mais en tout cas, ça n'est qu'un instant. Au vers 11, on a une question qui marque le désespoir du poète. La perte de la femme aimée semble définitive, puisque seule l'éternité, en somme l'au-delà, permettra d'éventuelles retrouvailles. La rime qui unit beauté et éternité nous rappelle la statue. La statue et sa signification particulière chez Baudelaire et chez son maître Théophile Gautier. La statue, de par sa nature même, fige une beauté pour l'éternité. Le vers 12 possède un rythme chaotique qui illustre le désespoir et le traumatisme du poète. On a ici une plainte. Et l'intensité de cette plainte est marquée par la ponctuation très forte. Les termes ailleurs et jamais ont un caractère d'absolu qui rappelle l'héritage romantique de Baudelaire. Les deux derniers alexandrins évoquent explicitement la disparition de la femme dans un cadre labyrinthique. Et donc, on en revient à la ville. La ville a un aspect tentaculaire qui empêche les êtres humains de se retrouver. D'un côté, la femme fuit, de l'autre, le poète ignore ce qu'elle devient. Mais ce qui est valable pour le poète l'est aussi pour la femme, qui ne sait pas où il va. Ce vers est construit sur un parallélisme. Ignore, fuit, sait, va. C'est-à-dire à chaque fois un verbe de connaissance, un verbe de mouvement. Mais ce parallélisme contient également un chiasme. J', tu,
tu, je. Le tu de la femme est donc comme circonscrit par le je de l'homme. C'est comme si le poème tentait de compenser la perte de la femme en immortalisant cette rencontre. Le dernier vers est une adresse explicite à cette passante. C'est bien entendu une déclaration d'amour, et le poème en entier est une déclaration d'amour, puisque c'est un don poétique, avec le A. La femme est plus que jamais louée, avec par exemple le redoublement du O vocatif, mais cet amour reste sur le mode de la virtualité, comme le montre l'usage du subjonctif eusse aimé. En conclusion, nous avons bien un tableau parisien, un instant fixé par le sonnet, la rencontre d'une femme dans une rue de Paris. C'est bien un poème de la modernité, un poème où s'exprime également le beau baudelairien et sa mélancolie chronique, puisque cette expérience reste un échec dont la douleur restera durable. Au final, Baudelaire reprend le topos de la rencontre amoureuse, mais le modernise. En effet, on pourrait plutôt parler d'une non-rencontre amoureuse, d'un échec.